Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes consacrées à l'éducation de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut. 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 Alix. Lix. Salut Alix, comment ça va? Ça va et toi? Ça part très mal, mais ça va bien se passer. Ça va très bien. On y va pour le sommaire. S'évader face au cancer. Le MAG s'intéresse aujourd'hui à AIDA. L'association mobilise et forme de nombreux jeunes pour accompagner d'autres jeunes atteints du cancer. On en parle dans un instant. Quel est le quotidien de ces malades à l'hôpital? Comment rompre l'isolement? Comment libérer la parole de ces jeunes? Quels types d'actions sont menées pour qu'ils retrouvent confiance et joie de vivre? Là aussi, on pose toutes ces questions à notre invité. Il y aura une loupe, c'est avec toi. Et je vous parle d'une association qui offre des rêves aux enfants pour combattre la maladie. Ce sera dans une quinzaine de minutes au cœur de l'expression orale. Bonjour Sybille. Bonjour Fatima. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sybille Darfeuille, déléguée générale de l'association AIDA. Association qui est née quand? En 2015, janvier 2015, donc on vient de fêter les 10 ans. Félicitations. Merci. 10 ans d'une très belle aventure, si je peux me permettre, avec des actions dont on va parler, que l'on va éclater dans un instant. Comment a commencé l'aventure? Comment a commencé l'aventure? C'est Léa Moukanas, à l'âge de 15 ans, qui a décidé de créer l'association. Et c'est suite au décès de sa grand-mère, qui avait une leucémie, qu'elle s'est rendue compte que beaucoup de jeunes de son âge étaient hospitalisés dans le même service que sa grand-mère pour la même maladie, mais pas vraiment avec des personnes de leur tranche d'âge. Et donc elle décide de s'engager. C'était compliqué de trouver des associations qui acceptaient des mineurs. Donc à l'âge de 15 ans, elle décide de créer son association du prénom de sa grand-mère, Aïda. Et aujourd'hui, l'association a 10 ans et accompagne un peu partout en France les jeunes qui font face au cancer pendant et après les traitements. 10 ans, et combien de bénévoles formés, combien de bénévoles qui accompagnent chaque année des malades? Environ 2000 bénévoles en France. 2000 bénévoles, 2000 jeunes formés effectivement qui accompagnent avec brio effectivement tous ces jeunes et jeunes adultes malades. On va écouter le témoignage d'une ancienne malade qui s'appelle Elodie. Elle a aujourd'hui 23 ans. Je ne pense pas qu'il y avait d'autres jeunes. Enfin, sur les patients à côté, c'était vraiment des personnes âgées, voire des décès. Je m'appelle Elodie, j'ai 23 ans. J'ai eu un lymphome de Hodgkin. J'étais traitée de janvier à avril 2024. J'habite à Orléans. J'ai été diagnostiquée à Orléans et on m'a proposé d'aller à Paris pour avoir un hôpital pour les jeunes, mais j'ai voulu rester à côté de ma famille. J'ai été hospitalisée du coup en hématologie au CHU d'Orléans. Et je ne pense pas qu'il y avait d'autres jeunes. Enfin, sur les patients à côté, c'était vraiment des personnes âgées, voire des décès. Les ressources qui m'ont plus aidée pendant mon parcours, honnêtement, c'est les réseaux sociaux. J'ai fait le choix de rester à proximité de ma famille, mais dans un service pour les adultes. Il y avait très peu de jeunes, très peu d'infos sur être jeune et vivre le cancer. Donc je me suis rapprochée des réseaux sociaux, j'ai publié des vidéos sur TikTok, j'ai pu échanger avec plein de jeunes, et même le compte Insta Jeune Cancer et l'asso AIDA. Voilà. Sybille, j'ai quand même le sentiment que le grand public n'a pas forcément conscience que le cancer peut toucher les jeunes. Ouais. C'est aussi votre sentiment? C'est vrai qu'on n'a pas vraiment conscience, surtout de l'isolement de ces jeunes dans les services. C'est vrai que en mineur, ce sera plutôt dans un service pédiatrique, majeur, ce sera plutôt dans un service adulte. Et pas vraiment. Elodie, là, on vient de l'entendre, elle aurait pu faire le choix d'aller à Paris, d'être avec d'autres jeunes, mais elle s'est dit, je préfère rester à Orléans, près de ma famille, effectivement. Ouais. Et j'imagine que le choix est cornélien, là. Ouais, le choix est difficile et effectivement à Paris il existe des services qui accueillent uniquement, donc on appelle les AJA, adolescents jeunes adultes. C'est la tranche d'âge des 15-25 ans. Et il en existe à Paris, mais c'est vrai que c'est tout un travail qui est fait et notamment avec les infirmières de coordination dans les autres services qui font le lien entre les différents jeunes qui sont éparpillés dans les services différents et isolés. Mais c'est quand même très difficile d'arriver à les identifier et de pouvoir les accompagner parce que y a des enjeux psychosociaux assez spécifiques pour cette tranche d'âge et qui est important d'accompagner. Alors, un accompagnement à parfaire, et ça, effectivement, ça fait 10 ans que vous œuvrez pour que ça change. Quelles actions vous avez rapidement identifiées, essayé de mettre en place justement pour que les choses changent? Première action sont les visites de pair à pair, donc proposer à des bénévoles qui ont le même âge que les jeunes qu'on accompagne d'intervenir à l'hôpital auprès de ces jeunes qui n'ont pas vraiment l'occasion de rencontrer d'autres jeunes pendant les traitements, juste pour partager un instant assez léger, de parler de choses de son âge, etc. Parce que c'est plus facile de partager, de s'ouvrir à quelqu'un de son âge? Ouais, plus facile et souvent justement on parle très peu de la maladie pendant ces moments-là. D'ailleurs c'est ce qu'on dit à nos bénévoles. Et les jeunes n'ont pas vraiment envie de parler de la maladie parce que c'est justement un moment en dehors des traitements, en dehors de tout ce qu'ils peuvent avoir au quotidien dans les hôpitaux. On peut s'évader et oublier sa maladie pendant quelques instants. Exactement. Et ça c'est la première mission qu'on a mis en place pour l'hôpital et ensuite on propose aussi des week-ends à l'extérieur de l'hôpital, des sorties en dehors de l'hôpital et
Et pour l'après-cancer, on a des programmes dédiés aussi, parce que c'est un moment qui est particulier. Beaucoup de jeunes nous disent que finalement, une des périodes les plus compliquées pour eux, c'est justement à la sortie de l'hôpital, parce qu'ils ont été ultra accompagnés pendant les traitements. Et puis à la sortie, c'est retour à une vie sociale, vie professionnelle. Retrouver la confiance aussi, j'imagine, on a entendu, parce que pendant... Bon, alors après, il y a un cancer, peut-être des cancers, effectivement, tous les cancers sont différents, et c'est des parcours de maladie qui sont à chaque fois différentes, mais à chaque fois, il y a pas mal d'obstacles, et à chaque fois, il faut trouver les ressources sur le plan mental pour avancer et retrouver confiance, parce qu'on a perdu l'image de soi, L'image de soi, c'est compliqué, on a quand même le sentiment. Ouais, totalement. Le rapport au corps, c'est une vraie problématique qui est rencontrée en après-traitement pour beaucoup de jeunes, et c'est justement comment se réapproprier un peu son corps. Et il y a différentes thématiques qui ont été identifiées dans les gros enjeux de l'après-cancer. Et on essaye de les accompagner au mieux pendant cette période. Et vos jeunes volontaires, ce sont d'anciens malades? C'est nécessaire pour pouvoir intervenir? Non, c'est tout type de profil. Justement, ce sont beaucoup de bénévoles qui ne sont pas passés par la maladie, mais qui veulent s'engager. Donc, c'est entre 15 et 25 ans. Et on propose donc aussi aux mineurs d'intervenir dans les hôpitaux qui acceptent les mineurs. Et justement, c'est tout type de profil. Les bénévoles qui sont en santé, pas en santé, lycée, université, voilà. Mais alors, du coup, j'imagine que c'est pas la même dynamique entre... Alors, aujourd'hui, vous avez 10 ans. Au début, vous alliez chercher des bénévoles. Aujourd'hui, ce sont eux qui viennent, qui vous contactent pour aider, pour accompagner. On a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent en tant que bénévoles. Et puis aussi, on a de plus en plus d'interventions dans les établissements scolaires, à la fois pour sensibiliser à la maladie, pour prévenir aussi, faire aussi des discours de prévention auprès des jeunes dans les établissements scolaires et les universités. Et c'est ce qui nous permet aussi de recruter beaucoup de bénévoles. Et vous leur apprenez quoi, dans les écoles en termes de prévention, par exemple, à détecter les symptômes? En termes de prévention, c'est aussi adapter des comportements de santé qui sont adaptés à une vie saine, et justement pour éviter tout souci de santé, mais de façon générale, pas forcément. Ça passe par l'alimentation. Ouais, c'est ça, l'alimentation, et puis aussi, on aborde aussi certains sujets de santé mentale. Donc on essaye de les rendre aussi acteurs de leur propre santé, en les responsabilisant aussi, mais c'est de façon générale sur la santé. Leur santé. Oui, j'ai vu aussi que sur vos réseaux, notamment sur votre Instagram, il y a un médecin qui répond à bon nombre de questions. Docteur Baptiste. Oui, tout à fait. Qui fait un travail fabuleux de vulgarisation et qui répond à toutes les questions, que ce soit sur... moi, j'ai vu un extrait sur la sexualité, c'est vrai que c'est important, avec une personne qui disait qu'elle avait tout simplement un coup de cœur pour une autre personne, pour un autre jeune, et qu'elle se demandait si elle pouvait, oui ou non, avoir un rapport parce qu'elle était malade. Et c'est vrai que ça paraît assez incroyable. Et c'est bien d'avoir la parole d'un professionnel pour rassurer. Oui, totalement. C'est un nouveau format de vidéo qu'on essaye de développer sur les réseaux sociaux, justement pour apporter un volet prévention et de façon aussi un peu attractive à travers les réseaux sociaux. Parfois, on ne comprend pas forcément... beaucoup de jeunes nous disent que dans les premiers rendez-vous, ils ne comprennent pas forcément tout ce qu'on leur dit et pourquoi ils sont malades. Et c'est vrai que ce format-là, un peu court sur les réseaux, ça rend les choses un peu plus peut-être claires aussi. Et ça nous permet de toucher un maximum de jeunes. L'entourage, ô combien important. On en parlait effectivement déjà avec Elodie, qui a choisi de rester hospitalisée du coup à Orléans et de ne pas aller à Paris. Écoutez le témoignage cette fois-ci de Lucille. Alors le rôle de mon entourage dans mon parcours de maladie a été central. Vraiment, j'ai une chance mais extraordinaire d'avoir une famille extrêmement soudée. J'ai ma sœur Colline et mon frère Victor, dont je suis extrêmement proche. Ils sont tout pour moi et ils m'ont vraiment aidée dans ce parcours. J'ai des parents qui ont été super présents. J'ai aussi la chance d'avoir plein d'amis. Alors durant ma maladie, j'ai appris qu'il me fallait une greffe de moelle osseuse. Il y a 2 manières d'être greffé de la moelle osseuse. Il faut chercher un donneur et c'est pas facile, puisqu'il y a un registre international où il y a seulement une chance sur 1 million de trouver un donneur compatible. Et sinon, si on a des frères et sœurs, ils doivent être testés. Et là, il y a une chance sur 4. Et j'ai eu une chance incroyable puisque mon petit frère Victor était compatible à 100% avec moi. Il a été mon donneur de moelle osseuse et ça a été la plus belle chose durant mon parcours. Et oui, ça m'a touchée parce qu'aujourd'hui, j'ai littéralement son sang dans mes veines. C'est vraiment le sang, quoi. J'ai exactement son système immunitaire. Enfin, il y a quelque chose de très très fort, je trouve, de savoir qu'on partage ça aujourd'hui. Pour lui, il avait son rôle dans ma maladie et c'est ce qui l'a aussi aidé. Le fait d'avoir son rôle, de pouvoir être un peu mon médicament. Là où d'autres, mes parents ou ma sœur, eux, parfois pouvaient être un peu démunis.
Dans ce parcours-là, mon frère et ma sœur ont été autant présents à des rôles différents, à des endroits différents, mais on l'a vraiment vécu à 3. Et quand j'étais toute seule dans ma chambre stérile et que c'était difficile, et ben je pensais à eux et je savais que je tenais et qu'ils étaient là. Et on rappelle, effectivement, ça ne touche pas qu'une personne. Au final, quand il y a un malade, c'est au final toute la famille, tous les proches qui sont impactés. Ouais, beaucoup les frères et sœurs aussi qui sont impactés, comme le dit Lucille juste avant. Et c'est vrai qui se sentent parfois impuissants. Ouais. Ouais, et c'est aussi, voilà, on a beaucoup de proches qui nous posent des questions aussi sur comment accompagner son frère, sa sœur, son fils, sa fille. Et c'est vrai que c'est un soutien particulier. Et on essaye aussi de pouvoir proposer un accompagnement, au moins de guider, comme on peut, cet entourage qui parfois se sent un peu démuni. Et j'imagine qu'il y a différents niveaux de détresse psychologique chez les jeunes patients. Est-ce qu'il arrive, parce que dans le témoignage, elle précise qu'elle est très entourée. Est-ce qu'il arrive que vous ayez affaire à des jeunes dont l'entourage n'est pas présent du tout ? Oui, beaucoup. Beaucoup de jeunes, soit parce qu'ils sont isolés, ils habitent dans des villes, pas forcément avec des hôpitaux qui peuvent accueillir le jeune en question, et il doit s'éloigner. Justement, on avait le cas d'Élodie qui a décidé de rester à Orléans, mais il y en a certains qui n'ont pas du tout le choix et qui doivent partir. Et là, c'est aussi proposer des financements aux familles pour qu'ils puissent faire les allers-retours auprès de leurs jeunes, ou proposer des hébergements d'urgence aussi aux proches pour qu'ils puissent être proches des jeunes hospitalisés. Et grâce à des dons ? Oui, grâce à des dons qu'on a. Je renvoie sur le site d'ailleurs, pour aller effectivement, si vous souhaitez devenir bénévole ou si vous souhaitez faire des bons, effectivement, tout est très bien expliqué sur votre site. Merci. Mais voilà, et par contre, on a aussi beaucoup de jeunes qui, pour le coup, ont des familles, des situations familiales complexes. Oui. Et là, c'est arriver à leur apporter un accompagnement. Là, vous redoublez d'efforts et vous êtes. Ouais, c'est ça. Alors l'accompagnement, du coup, c'est du sur-mesure, selon les profils, selon où le malade va se trouver. Comment vous évaluez le besoin final et comment vous adaptez votre dispositif, entre guillemets ? Alors ça dépend, on a l'accompagnement peut-être un peu plus global quand c'est la demande qui vient de l'hôpital, et donc là avec nos bénévoles qui interviennent. Et ensuite on a des demandes individuelles de la part des assistantes sociales ou de la part des jeunes directement, et là c'est vraiment du cas par cas. Et effectivement, ça peut être de tout type. Ça peut être participer à une formation que le jeune a décidé de reprendre, mais de façon partielle à cause des traitements. C'est participer financièrement à un permis de conduire, ou alors à un hébergement d'urgence, comme je le disais tout à l'heure. Mais voilà, c'est assez large. Et là, c'est du cas par cas. Mais c'est vrai qu'on a les deux types. Et les demandes qui viennent des hôpitaux ou des centres, et les demandes qui viennent des jeunes directement. Et il y a besoin de l'accord des hôpitaux pour que vous interveniez Oui, on a des conventions de partenariat qui sont assez détaillées avec les hôpitaux, justement parce que tous nos bénévoles sont formés à intervenir, ont un suivi psychologique aussi avec une psychologue qui appartient, qui est dans les équipes d'Aïda, et c'est très important pour nous de pouvoir avoir cette convention de partenariat, déjà parce qu'on peut pas intervenir comme ça à l'hôpital, et aussi parce qu'on a des règles assez strictes quand même d'intervention. Aïda, ça reste une jeune association, on l'a dit, vous avez tout juste fêté vos 10 ans. C'est quoi le match du territoire, du coup ? Comment vous vous êtes développé ? Est-ce que vous arrivez à intervenir sur un petit peu partout en France ? Oui, on est dans plusieurs régions. On a commencé à Paris, donc c'est vrai que à Paris on est très présent dans plusieurs hôpitaux. Et au fil des années, on essaye d'ouvrir de plus en plus d'antennes. Donc là, on est à Bordeaux, Toulouse, Lyon, et on essaye au fur et à mesure d'ouvrir nos antennes et d'être de plus en plus présent en métropole et dans les Outre-mer. Donc c'est un travail qu'on a chaque année. Mais effectivement, de pouvoir accompagner même les jeunes les plus isolés dans les services, et de par l'éloignement des villes, etc. Donc, Il y a aussi l'organisation de certains événements, et je crois que le sport tient une grande place et même les sportifs de haut niveau tiennent une grande place dans les événements que vous organisez. Oui. Ouais, on essaye. On a beaucoup de jeunes qui nous disent que finalement le sport, ça leur permet aussi au niveau justement de l'image de soi, on en parlait tout à l'heure, et la réappropriation du corps, que justement ces cours de sport, et notamment APA, donc activité physique adaptée, leur permettaient de reprendre un peu confiance en soi. J'ai vu deux jeunes avec le sourire comme ça, tu sais, ils étaient avec Antoine Dupont. Ouais. C'était la semaine dernière. Star de rugby la semaine dernière. Incroyable ces images. On a vu aussi Benjamin Pavard, notamment le défenseur international de l'équipe de France. Ça, c'est du football. Et il est là, Benjamin Pavard, effectivement. Alors là, il y a les masques, mais on peut deviner derrière les masques, effectivement, un grand sourire. Un grand sourire de tous vos jeunes.
tout ce petit monde, toutes ces stars du ballon rond, du ballon ovale, ils acceptent sans sourciller? Ouais, c'est vrai que voilà, Benjamin Pavard, c'est notre parrain depuis quelques années et qui intervient à l'hôpital. Et c'est vrai que voilà, pour les jeunes et pour les pros de santé aussi qui accueillent ces célébrités dans les services, c'est voilà, un moment léger et important aussi, notamment au moment des fêtes. C'est un moment où on organise beaucoup. Oui, il en souvent Noël, lui, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est ce qui donne un peu un coup de boost aussi. On a des vidéos qu'on envoie parfois aussi aux jeunes qui sont personnalisées. Et ça, c'est une vraie chance de pouvoir aussi être accompagné de ces célébrités, ces créateurs de contenu qui nous soutiennent. Quelle est l'importance des réseaux sociaux? Je crois que c'est justement Élodie qui parlait... justement, quand elle était à Orléans, quand elle était parfois isolée, que les réseaux sociaux l'ont aussi permis de tenir. Parce que c'est vrai qu'en termes de ressources, il n'y avait pas énormément de choses et que sur les réseaux sociaux, on les critique souvent, mais en tout cas, sur ce thème-là, c'est important. Ouais, beaucoup de jeunes décident d'en parler sur les réseaux aussi parce que dans le cas d'Élodie, qui n'avait pas forcément l'occasion d'en parler à d'autres jeunes lorsqu'elle était hospitalisée, ça lui permettait justement de pouvoir véhiculer des messages, pouvoir témoigner. Et nous aussi, on utilise beaucoup les réseaux sociaux pour ça, à la fois sur notre compte Instagram Association Aïda et aussi sur un autre compte qui s'appelle Jeune.cancer, sur lequel on partage beaucoup de témoignages, beaucoup de sujets de prévention, etc. À voix haute, j'ai vu la petite pastille. Ouais, alors non, c'est... ça, c'est Aïda, ça. Oui, c'est tout type de vidéos. On a des capsules un peu différentes en fonction de nos projets. Et là, c'est vraiment dédié... il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent sur ce compte Instagram. Et c'est vrai que on véhicule quand même beaucoup de messages qui sont forts via les réseaux sociaux. Et ils témoignent de plus en plus facilement. Vous arrivez à les convaincre justement de témoigner, de partager leur histoire, souvent difficile, très souvent difficile. Ouais. Et on voit qu'il y a des hauts et des bas, parce qu'il y a très souvent plusieurs étapes, plusieurs claques, et qu'à chaque fois, ils trouvent les ressources pour se relever, sur le plan mental notamment. Oui, il y a plusieurs jeunes qui sont ravis de pouvoir le faire. D'autres où ça peut être un peu tôt, ils le font un peu plus tard. Il y a beaucoup de jeunes qui le font surtout après les traitements. Ouais. Notamment... J'ai eu plusieurs séquences. Des fois, tu sens qu'il y a un suivi, c'est ça qui est aussi super. Et j'imagine qu'il y a aussi des demandes de la part des gens qui suivent vos réseaux, de dire comment va Élodie, comment va un tel ou un tel. C'est ça. La plus nouvelle, qu'est-ce qui se passe? De voir un peu l'évolution aussi. Et c'est vrai qu'on a créé aussi une formation pour les jeunes qui sont en après-cancer, justement pour qu'ils transforment leur expérience d'anciens patients en expertise au profit du système de santé. Et ces jeunes-là sont formés aussi à en parler. Et le but, c'est qu'ils deviennent bénévoles ensuite? Alors, bénévoles, pas forcément dans les hôpitaux, mais qui puissent s'engager où est-ce qu'ils veulent, pas forcément chez Aïda, mais pour porter la parole des AJA qui font face ou qui ont fait face à un cancer. Et oui, la plupart, là, on est à notre 3e promotion. Donc, parce qu'on pourrait se dire qu'une fois la maladie derrière nous, on a envie qu'elle reste derrière nous et ne plus en parler, justement. Oui, la plupart, en tout cas, qui participent à cette formation, le font. Là, nous, on a 14 places chaque année, donc, mais en tout cas, dans les 14 chaque année, la plupart s'engagent après et décident justement de porter la parole et arrivent à parler de la maladie avec une certaine distance quand même. Et donc, ce sont des profils qui se sont un peu éloignés, qui sont plutôt éloignés des traitements et qui en parlent avec beaucoup de facilité. Oui. C'est l'heure de la loupe et la loupe, c'est avec Alix, les amis. Tu nous parles d'une association qui offre des rêves aux enfants pour combattre justement la maladie. Et oui, entre les traitements, les séjours prolongés, la douleur, tout ça pèse lourd sur le moral. Alors, pour leur redonner espoir, l'association Petit Prince a une réponse, les rêves. Tout commence en 1987 quand Dominique Bale, professeur de culture physique, découvre une histoire qui va transformer sa vie. Elle apprend qu'aux États-Unis, une organisation permet aux enfants malades de vivre 2 jours dans un cirque. Un moment magique qui les a aidés à surmonter leur souffrance. Ému, Dominique se dit qu'il faut en faire autant en France. C'est comme ça que naît l'association Petit Prince avec l'aide de Frédéric Daguet, petit-neveu d'Antoine de Saint-Exupéry, qui permet à l'association d'utiliser le nom Petit Prince. L'idée de Dominique Bale est de réaliser des rêves d'enfants malades. Pas des rêves farfelus, mais des passions qui peuvent redonner la force de se battre. Ces rêves deviennent une bouffée d'air frais. On écoute Mathieu Janingro, directeur de la communication. Notre mission est de réaliser des rêves d'enfants gravement malades pour leur permettre d'être plus forts contre la maladie, d'accepter des traitements. Les enfants que nous suivons, ce sont généralement des enfants qui sont atteints de cancer, leucémie, maladies génétiques, donc des pathologies extrêmement lourdes.
Et l'idée, c'est grâce aux rêves, c'est leur permettre d'avoir une fenêtre, une parenthèse enchantée pour être plus fort justement contre la maladie. Les rêves sont très variés, ça peut être visiter un parc d'attractions, ça peut être faire un vol en montgolfière, rencontrer son artiste préféré. Plus de 600 rêves par an sont réalisés et cette année, en 2025, c'est une année très très importante pour l'association Petit Prince car nous allons réaliser le 10 millième rêve depuis la création de l'association. Donc voilà, on compte sur vous. S'il y a des personnes qui veulent nous aider, n'hésitez pas à aller sur petitprince.com et vous verrez toutes nos dernières actualités. Et j'ai retenu quelques autres souvenirs impérissables. Plus récemment, en 2024, 16 enfants ont eu la chance de porter la flamme olympique à Paris. Ou encore en 2023, lors de la Coupe du Monde de rugby, ce sont 18 enfants qui ont eu la chance d'assister à des matchs, des moments de pur bonheur. Chez Aïda, ça ressemble à quoi ces bouffées d'air frais, indépendamment des sportifs, par exemple, très connus qui se rendent dans les hôpitaux? Est-ce qu'en dehors des hôpitaux, vous faites beaucoup d'activités? Oui, on a plusieurs programmes différents en dehors de l'hôpital, et notamment notre programme Highway to Health sont des week-ends. On emmène les jeunes dans différentes régions en France pour aborder différentes thématiques, volet santé mentale, le rapport au corps, mais toujours de façon ludique, avec plusieurs ateliers qui sont proposés, la projection aussi dans l'avenir qu'on aborde lors de ces week-ends, et aussi sur des journées ou des après-midi thématiques plutôt autour de l'emploi et découvrir du monde, en particulier. Il y a du monde, c'est notre grand week-end. C'est la colo. De bénévoles et de jeunes malades. C'est ça, exactement, bénévoles, intervenants, aussi des équipes médicales, des internes en médecine, des infirmières qui sont présents pour toujours pouvoir assurer si jamais, et puis les bénévoles qui sont sur place. Et vous venez d'évoquer le volet emploi. Pourquoi c'est important? C'est important parce que beaucoup de jeunes après les traitements décident de se réorienter ou trouver déjà parfois pour certains trouver juste une voie professionnelle parce qu'ils ont eu les traitements juste après le bac ou pendant leurs études, et donc c'est les accompagner sur les différents emplois qui existent, les formations qui existent, etc. Et c'est un sujet, la projection dans l'avenir, c'est un vrai sujet pour beaucoup de jeunes qui après cette grosse étape, et qui après cette grosse étape de vie qui bouleverse pas mal de choses, finalement se réorientent beaucoup. Ils ont aussi peut-être envie de changer parce que, pour avoir écouté bon nombre de témoignages, tu sens qu'ils ont envie de savourer chaque minute. Ils ont peut-être plus envie de faire ce qu'ils avaient prévu de faire initialement, parce que certains ont été aussi touchés par la maladie très très jeunes. Oui, il y a beaucoup de changements de vie, et beaucoup nous disent d'ailleurs que finalement on leur dit à la sortie de l'hôpital que c'est le retour à la vie d'avant, mais finalement c'est plutôt comment construire la vie d'après, parce que ce sera jamais un retour à la vie d'avant, et au contraire c'est comment construire cette vie d'après, que ce soit dans le volet professionnel, le volet social, le volet personnel, c'est assez large, et c'est vrai la question. Est-ce que ça peut freiner? On va se parler franchement, ça peut freiner quand tu as eu un cancer en rémission totale et qu'après tu dois trouver un travail, il faut l'aborder avec quand tu fais ton entretien, et ça c'est un motif d'inquiétude? Ça peut arriver, par exemple, lors d'un entretien et qu'il y a un trou de 1 an ou 2 ans dans le CV. C'est ça. Devoir l'expliquer, c'est pas facile, sans rentrer trop dans l'émotionnel non plus, mais en parlant quand même de cette étape qui n'est pas à nier. Et c'est aussi, c'est ce qu'on propose lors de notre formation avec l'Académie des AJA, c'est comment parler de cancer au travail lors d'un entretien d'embauche ou directement dans sa vie professionnelle. Et j'imagine que sur le plan social aussi, parce qu'un jeune qui, du coup, ne va plus à l'école pendant 1-2 années, il doit perdre des amis en chemin, j'imagine. Ça aussi, vous les accompagnez sur ce sujet-là? Oui. Et beaucoup de jeunes nous disent que cette étape leur a permis de faire un tri, entre gros guillemets, sur l'entourage, sur les personnes qui ont été présentes lors de cette étape. Et que ça doit être très dur émotionnellement pour un jeune. Très dur, et déjà qu'on est isolé à l'hôpital, si en plus on est isolé socialement, c'est compliqué. Mais ça permet aussi de créer de nouvelles rencontres. Justement, les week-ends qu'on propose, les jeunes sont ravis de pouvoir échanger avec d'autres jeunes qui ont traversé plus ou moins la même chose, en tout cas qui peuvent se comprendre. Et finalement, ça tisse beaucoup de liens. À la fin des week-ends, à chaque fois, il y a plein de groupes qui se créent sur les réseaux sociaux pour garder contact. Et c'est vrai qu'à la sortie de l'hôpital, c'est assez parlant. Il y en a qui gardent leurs amitiés avant et après, il n'y a pas de souci. Puis d'autres qui ont besoin de rencontrer d'autres personnes qui les ont pas forcément connues avant la maladie ou pendant, et qui ont besoin justement de se créer cette nouvelle identité. Ça apporte quoi aux bénévoles? C'est vrai qu'on a parlé un petit peu des bénévoles. On a dit qu'effectivement, ils arrivaient en nombre. Vous n'avez plus besoin de
faire la prospection. Aujourd'hui, ils vont sur votre site, ils vous contactent et vous les formez et c'est parti. Ils peuvent aller soutenir, ils peuvent aller accompagner effectivement tous ces malades. Ça leur apporte quoi ils vous disent quoi sur un plan personnel? Beaucoup. Alors moi, j'ai été bénévole avant de travailler dans l'association, donc je peux aussi témoigner en tant que bénévole, mais ça apporte énormément. Déjà parce on grandit avec son engagement et moi, j'avais 16 ans à ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était juste apporter un peu de soutien d'une façon et d'une autre, parce que je pense On dit toujours que les jeunes sont égoïstes, sur les réseaux sociaux, font ci, ouais. font ça, ils font rien. Vous, non. Non, et comme beaucoup d'autres dans l'association. Ouais. Et c'est vrai que, c'était, je pense, se sentir utile, apporter... Et en plus, nous, on a l'impression que c'est une action simple. J'ai plusieurs exemples d'activités en tête, mais où moi, j'avais l'impression de faire quelque chose de simple, que je pourrais faire avec des amis ou des camarades de classe, et que finalement, les jeunes nous disent qu'on est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est pas chronophage, quoi. Et en fait, c'est arriver à avoir un impact concret en réalisant finalement des actions qui nous paraissent plutôt simples et qui finalement peuvent changer l'état mental ou physique. Pour autant, j'imagine que pour vous, en tant que bénévole, il doit y avoir des moments qui psychologiquement sont durs. Vous avez dû avoir affaire à parfois des tragédies, j'imagine. Est-ce que ça peut vous impacter aussi? Est-ce que vous êtes soutenu psychologiquement, vous, en tant que bénévole? Ouais, justement, il y a tout un travail qui est fait pour installer les barrières qu'il faut, entre guillemets, justement pour pouvoir se protéger et prendre soin de soi aussi en tant que bénévole. Et pour ça, on a une formation qui est dédiée d'une demi-journée pour les bénévoles et un suivi assez précis par les staffs de l'association et une psychologue, aujourd'hui une deuxième psychologue qui arrive, justement pour les suivre et leur proposer toujours un premier appel après leur première activité. Et ensuite, après chaque activité, ils ont la possibilité d'appeler la psychologue pour pouvoir échanger sur une problématique. Est-ce qu'un bénévole suit un patient régulièrement ou ça change tout le temps? Non, ça change tout le temps. C'est jamais, et puis c'est jamais un bénévole avec un patient, c'est toujours un groupe de bénévoles avec un groupe de jeunes ou un jeune, mais c'est toujours en groupe, au moins à deux en tout cas. C'est jamais un suivi en one-to-one. Et on essaye de changer d'hôpitaux, en fonction des mois pour éviter les suivis trop précis. Et voilà. Et c'est comme ça que vous vous protégez. C'est ça, exactement. Il y a une appréhension la première fois? Il y a une appréhension parce qui s'efface rapidement? Oui, qui s'efface rapidement. Mais je me souviens que ma première activité... Est-ce que tu vas être à la hauteur? Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais. Et puis aussi se lancer un peu dans l'inconnu parce que moi, ma première activité, j'avais 16 ans. J'arrivais dans un groupe de bénévoles, je connaissais personne, aucun jeune, aucun bénévole, un hôpital que je connaissais pas. Je n'avais pas forcément côtoyé le milieu hospitalier avant ça. Et donc, une grosse appréhension de comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais lui dire, et un peu de responsabilité aussi. Puis finalement, le moment se passe super bien. L'appréhension disparaît assez rapidement. Et puis, on crée des liens entre bénévoles. Donc, finalement, après, on se réinscrit avec les bénévoles qu'on avait eu la dernière fois. Et puis, l'appréhension part petit à petit, mais aussi parce que il y a ce suivi qui est quand même assez précis, cette formation qui nous rassure. Et ce lien avec les staffs de l'association qui permettent d'échanger si besoin. Les besoins sont énormes, c'est pas un secret. Vous officiez depuis 10 ans maintenant. C'est quoi la prochaine étape pour Aïda? La prochaine étape... Continuer à grandir, j'imagine. Oui, continuer de grandir. Alors, plusieurs étapes, mais déjà pour 2025, c'est consolider les process qu'on a déjà aujourd'hui. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est arriver à harmoniser nos actions en France et de pouvoir développer nos activités et les antennes qu'on crée avec les bénévoles dans les différentes régions en France. Et ça, c'est un vrai objectif qu'on a pour les futures années, de pouvoir déployer et s'aimer nos différents projets et programmes dans les régions. Vous avez répété en 3 phrases, 3 fois le mot France. Ouais. L'étranger. L'étranger, ça veut dire que l'étranger, ça fait partie de... Ouais, je suis vicieux. Hein. Tout est dans le détail. Tout est dans le détail. La France, 3 fois France. L'étranger, c'est pour quand? L'étranger, c'est pour déjà 2025 parce qu'on... Super. On ouvre une antenne au Liban. Bravo. Cette année. Donc ça nécessite pas mal de logistique, de déplacement. C'est ça, il y a une équipe sur place qui prend le relais et nous c'est plutôt les accompagner, apporter ce que nous on a pu avoir sur les 10 dernières années, apprendre sur les 10 dernières années et puis pourquoi pas ailleurs après, mais dans les prochaines étapes. Bravo. Félicitations. Est-ce qu'on peut rappeler votre site internet? Parce qu'encore une fois, si vous souhaitez apporter votre aide, si vous souhaitez être formé, si vous souhaitez donner votre temps effectivement pour accompagner tous ces malades, on rappelle votre site et aussi les dons.
Ouais, rendez-vous sur associationaida.org. Associationaida.org. Et pour les dons, je me souviens plus, j'avais regardé rapidement, désolé, mais il y a des packages où on donne ce qu'on veut ou... Oui, non, c'est assez libre, on ce qu'on veut, ou alors mensuel, enfin, tout est expliqué sur le site. Il me semblait aussi. On se retrouve demain. Pas vous, mais vous, ma chère Alix. Et encore un grand merci à vous, Sybille Darfeuille, déléguée générale de l'association AIDA. Vous saluerez bien sûr chaleureusement aussi votre Big Boss qui, elle aussi, fait un travail magnifique. Et un grand bravo à tous les bénévoles et surtout à tous les malades. Je vous souhaite une excellente journée. Encore merci d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de School Télé Le Mag. Alix, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao.